Vous est-il déjà arrivé d'attendre l'annonce de l'entrée en gare de votre train tout en étant en train de répondre à des vocaux sur WhatsApp ou en étant pris dans une conversation très intéressante avec un ami par SMS? Je vous propose de faire une petite expérience avec moi. Vous allez devoir compter les 2 derniers chiffres entendus et en même temps, vous allez devoir me donner le numéro de voie du TGV qui va en direction de Nice. À vous de jouer. Le TER 9, 4504 2, à destination de Tours, 7, départ 9h, partira voie D. 0, Desservira Lyon-Pardieu, 2, Roanne, Saint-Germain-des-Fossés, 6, Moulins-sur-Allier, Saint-Guèze, Nevers, 4, Bourges, Vierzon, 3, Saint-Pierre-de-Corps et Tours. 1, Voie 4, 8, TGV 5, 537, 9, destination de Nice, vont partir. 2, Le train Ouigo 7, 7600 à destination 0, de Tourcoing est mise en place. 3, Voie D, éloignez-vous du 1. port du quai. Est-ce que vous avez réussi à repérer l'information de la voie du train pour Nice? Je vous laisse quelques secondes. C'était la voie 4. Cette expérience permet de simuler une activité de multitasking. On parle aussi de multitâche en français. C'est une situation où une personne effectue simultanément 2 ou plusieurs activités, chacune nécessitant un traitement spécifique par notre cerveau. Dans cette expérience, on sollicite le canal verbal avec 2 tâches concurrentes: compter et écouter les messages SNCF. Vous avez dû vous rendre compte qu'il est difficile de mener 2 tâches complexes simultanément. Le problème, c'est que votre cerveau a des limites qui l'empêchent de passer facilement d'une tâche à l'autre de façon optimale. Tout dépend de la modalité sollicitée, du nombre de tâches à accomplir et de la proximité dans le temps de celle-ci. Ce phénomène s'explique bien par l'idée du conflit cognitif. Quand plusieurs tâches sollicitent le même canal à capacité limitée, comme ici l'audition, ou demandent trop de ressources mentales en même temps, elles peuvent interférer entre elles et cela devient plus difficile à gérer. Votre cerveau, saison 9. L'impact des écrans avec Séverine Erel. Je suis Séverine Erel, maître de conférences en psychologie cognitive et ergonomie à l'université Rennes 2. Dans les 6 épisodes de ce podcast, vous allez explorer avec moi comment fonctionne votre cerveau quand il est mis en présence des écrans. Et on parlera donc de bonnes pratiques, mais aussi de mauvaises pratiques avec les écrans pour votre cerveau. Premier épisode. Multitasking, l'impossible multitâche des hyperconnectés. L'expérience que vous venez de faire, vous la vivez probablement sans vous en rendre compte tous les jours. Par exemple, quand vous rédigez un mail au travail et que votre collègue est en train de vous raconter son week-end, ou quand vous assistez à une réunion un peu ennuyeuse et que vous êtes en train en même temps de regarder les réseaux sociaux. Nous sommes nombreux à faire du multitasking multimédia, et nos adolescents sont aussi de grands spécialistes de cette pratique. Il est courant de voir les adolescents utiliser leur téléphone portable pendant qu'ils font les devoirs, ou encore d'envoyer des SMS discrètement pendant les cours. Ce comportement a été par exemple souligné dans l'enquête PISA en 2020 auprès d'adolescents de 15 ans. Elle indique qu'en France, les cours de mathématiques sont souvent perturbés par l'utilisation d'appareils numériques et en particulier 30% des élèves déclarent être distraits par leur propre utilisation des appareils numériques et 27% déclarent être distraits par d'autres élèves qui les utilisent pendant le cours. Quelques études scientifiques montrent que quand les élèves multitâchent avec différents médias, comme quand par exemple ils regardent une vidéo YouTube tout en faisant leurs devoirs, ça peut vraiment nuire à leur performance académique. Également, le fait de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux est souvent lié à plus d'activités de multitasking qui elle-même est associée à des performances académiques moins bonnes. Mais le multitasking peut aussi avoir à court terme un effet délétère sur les performances en termes d'apprentissage. C'est ce que nous avons montré, par exemple, dans une étude en 2020 conduite à l'université Rennes 2.
L'expérience s'est déroulée dans un contexte réaliste, c'est-à-dire pendant les 20 premières minutes d'un cours, afin d'observer les comportements des étudiants en situation réelle. Les résultats de cette étude ont montré que 73% des étudiants pratiquaient du multitasking multimédia pendant le cours, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé, par exemple, des SMS, et on a pu observer également que plus d'un tiers d'entre eux allaient sur les réseaux sociaux comme Facebook. En parallèle, on a observé que 66% des étudiants faisaient du multitasking non multimédia, c'est-à-dire qu'ils dessinaient ou ils discutaient avec leurs voisins. Le constat principal de cette étude, c'est que le multitasking multimédia est lié à une baisse des performances en termes de mémorisation du cours et en particulier sur les contenus sur lesquels ils ne pouvaient revenir, comme par exemple les vidéos. Pourquoi ? Tout simplement parce que les réseaux sociaux vont solliciter les mêmes structures verbales que celles nécessaires pour suivre le cours. Et donc, cela conduit à ce qu'on appelle un conflit cognitif. Ce conflit cognitif sera nettement moins présent si vous dessinez pendant le cours parce que cela sollicite des structures différentes de la mémoire de travail, le canal verbal et le canal visuel. Si certains élèves arrivent très bien à compartimenter leur temps pour que leurs loisirs numériques n'interfèrent pas avec leur travail scolaire, d'autres rencontrent beaucoup plus de difficultés. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ces différences ? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous rendre plus susceptibles de faire du multitasking. D'abord, des éléments personnels, comme le fait d'aimer certaines activités, d'avoir peu de motivation pour apprendre, de s'ennuyer, de manquer de sommeil ou encore de douter de ses capacités d'apprentissage. Ensuite, il y a les normes sociales. Selon l'environnement, il est plus ou moins acceptable de faire du multitasking. Enfin, les aspects technologiques jouent aussi un rôle, comme le fait d'avoir accès facilement à plein d'activités sur son smartphone et d'avoir la possibilité d'avoir des notifications. En plus, on a constaté que les individus qui font beaucoup de multitâches ont souvent une efficacité cognitive réduite dans leur vie quotidienne. En gros, leur attention, leur capacité à inhiber les comportements, leur mémoire et leur régulation des comportements est moins performante. Mais du coup, est-ce que ces jeunes se mettent à multitasker parce qu'ils ont déjà des soucis de contrôle cognitif ou est-ce que ces problèmes viennent du fait qu'ils passent trop de temps à multitasker sur les écrans ? Les scientifiques tendent à avancer que c'est un peu les deux. Il existe des individus qui ont un contrôle cognitif faible et qui ont du mal à contrôler leur attention et à inhiber leur envie de changer de tâche fréquemment. On parle même de super multitaskers, c'est-à-dire des gens qui ont une distribution plus large de l'attention et une distractibilité attentionnelle plus importante en présence de multiples activités. Et le problème, c'est que plus ils font ça, plus ils détériorent l'efficacité de leur contrôle cognitif à cause d'un mécanisme qui se nomme la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité de notre cerveau à se modifier et à s'adapter au fil du temps. On pourrait en fait imaginer que ces super multitaskers ont une grande efficacité aux tâches qu'ils réalisent. Mais en fait, plus ils ont tendance à faire du multitasking et plus ils sont mauvais sur les tâches qu'ils sont en train de conduire. En résumé, les digital natifs, ces jeunes qui seraient capables de faire plusieurs activités concurrentes avec les technologies, sont bien un mythe. Il est très peu probable que l'on ait prochainement une génération de super-humains connectés, capables d'être productifs, en écrivant simultanément le texte d'un podcast et en répondant à leurs notifications sur WhatsApp. Les individus ne sont tout simplement pas capables de gérer plusieurs activités avec les écrans de manière efficace. Nos capacités cognitives sont limitées, peu importe notre âge. Pour prévenir le multitasking avec le numérique, vous pouvez par exemple délimiter votre temps de travail en moment de loisir et en moment de travail et donc mettre votre téléphone en mode concentration ou en mode avion. Sinon, vous aurez toujours des notifications qui vous donneront cette envie d'aller lire vos messages et ça peut vous pousser à jongler entre les différentes tâches avec une perte de concentration sur la tâche principale. Cela dit, comme je l'ai mentionné, tout dépend des canaux que vous utilisez. Par exemple, écouter un podcast en conduisant, c'est tout à fait faisable car ça n'active pas les mêmes voies de traitement. Il faut par contre que l'activité principale, c'est-à-dire la conduite, ne sollicite pas trop de ressources, car là, vous risquez en fait d'avoir des difficultés à suivre le contenu du podcast. Dans le prochain épisode, on ne parlera pas de votre attention qui se désorganise à travers plusieurs tâches simultanées, mais plutôt de l'inverse. Un état attentionnel si fort qui vous fait perdre la notion du temps et limite toutes les distractions extérieures. On va donc parler ensemble de l'état de flow,
un état d'absorption cognitive qu'on retrouve en particulier chez les personnes qui sont absorbées devant un jeu vidéo.